Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de me donner la parole ici au Théâtre de Narbonne donc pour vous présenter ce programme d'innovation variétale dont les objectifs principaux sont effectivement la réduction des traitements fongicides, ce qui permettra à la viticulture d'être dans l'orientation politique que vient de rappeler notre interlocuteur du Paysan du Midi. Donc, je vais organiser ma présentation en 3 périodes. Donc tout d'abord, je vous présenterai un petit peu les connaissances et les ressources qui sont mobilisées dans ces programmes de création variétale. Puis on verra les techniques qui restent très classiques, vous le verrez. Et enfin, ce qui vous intéressera sans doute le plus, un petit peu l'état d'avancement et le calendrier des sorties variétales. Donc tout d'abord les objectifs quand même, pour les décliner un petit peu. Donc principalement réduire les traitements fongicides en utilisant des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium principalement. Et pour y arriver, donc, il faut dans un premier temps bien choisir les géniteurs. Il faut qu'ils soient complémentaires pour obtenir des résistances à la fois élevées et durables. Et il faut aussi que ces géniteurs soient déjà le plus près possible de nos cépages de vinifera pour arriver à respecter donc les références qualitatives, tant au niveau agronomique, viticole, donc, que du produit au niveau œnologique. Alors, l'objectif final étant, dans les 10 années qui viennent, on va dire, d'inscrire au catalogue une trentaine de nouvelles variétés, tant rouges que blanches, pour utilisables dans la France, enfin, la cible, c'est tous les vignobles français en jouant sur la gamme de précocité qu'on trouvera dans cette gamme de variétés. Alors, de quoi disposons-nous pour faire ce programme? Tout d'abord, de sources de résistance naturelle qu'on trouve principalement, et ce sont les connaissances les plus anciennes, au niveau d'Amérique du Nord, avec des vitis, des espèces comme Vitis rupestris ou Lincecumii ou Estivalis ou Cinerea, qui constituent un premier groupe. Un deuxième groupe très intéressant aussi, c'est celui de Muscadinia, avec Muscadinia rotundifolia en particulier. Ces vignes ayant en commun de pousser naturellement et de prospérer donc là où le mildiou et l'oïdium se sont développés, en particulier donc ce qui est représenté ici par la zone hachurée en rouge. Donc ce sont des espèces qui ont, on dit, coévolué avec les agents pathogènes contre lesquels ils ont développé des résistances. Il y a un autre groupe qui est connu depuis un peu moins longtemps par rapport à ses capacités à résister naturellement au mildiou mais aussi à l'oïdium. Ce sont des vignes qu'on trouve en Asie orientale, aux confins de la Chine et de la Russie, en particulier Vitis amurensis, qui est une source de résistance qui a montré toutes ses qualités, je dirais, ces 30-40 dernières années. Alors, la nouveauté par rapport à l'époque, la grande époque des hybrideurs français en particulier, dont beaucoup d'entre vous, je pense, encore se rappellent, c'est qu'aujourd'hui, donc, ces sources de résistance sont connues, mais ce qu'on connaît aussi, c'est l'architecture des résistances. C'est-à-dire qu'on est capable de faire le parallèle entre une résistance donnée chez une vigne sauvage et les gènes de résistance dans le patrimoine génétique qui gouvernent cette résistance, qui sont directement responsables de cette résistance. Et donc ces connaissances, on les représente en général sous forme de cartes génétiques, comme ici, où vous allez retrouver les 19 paires de chromosomes de la vigne, avec les régions chromosomiques, les petits segments de chromosomes, où sont situés les gènes de résistance contre les maladies, le mildiou, l'oïdium par exemple. Et sur cette carte sont représentés les 3 gènes de résistance que nous avons utilisés dans le programme que je vais vous présenter pour le mildiou, qui sont appelés RPV avec un numéro derrière, donc ça veut dire résistance plasmopara viticola, et pour l'oïdium 3 autres, donc résistance à Erisiphenecator, qui est le nom latin de l'oïdium. Alors vous avez ici aussi les codes couleurs qui vous représentent l'origine de ces résistances, c'est-à-dire les espèces naturelles qui portent ces résistances, qui donnent ces résistances. En violet, Muscadinia rotundifolia avec RPV1 et REN1. En brun, on va dire, les Vitis américains, en particulier Rupestris et Estivalis, avec RPV3 sur le chromosome 18 pour le mildiou,
et REN3 et REN3.2 sur le chromosome 15 pour l'oïdium, et enfin pour ces vignes asiatiques, donc Vitis amurensis en vert, RPV10 qui est situé sur le chromosome 9. Donc non seulement où se trouvent les gènes de résistance, mais en plus leur position permet de développer des marqueurs moléculaires qui, avec des tests génétiques très simples, permettent de savoir si un individu donné porte la résistance, porte ce gène de résistance-là ou ne le porte pas. Donc on va voir ça un peu dans la suite. Je reviens tout d'abord un petit peu sur les techniques utilisées. Christophe Sereno vous en a parlé déjà. À la base, ça reste très simple et très, je dirais, utilisé depuis très longtemps. Ça consiste à faire de l'hybridation, des croisements, donc en apportant à un moment donné sur une inflorescence d'une vigne, on va dire, par exemple une vigne qui porte une résistance, une vigne sauvage, d'apporter donc le pollen d'une vigne qui porte les caractères qui nous intéressent, de qualité, pour sélectionner dans la descendance les individus qui ont hérité à la fois des caractères de résistance et des caractères qualitatifs dont nous avons absolument besoin en viticulture. Donc schématiquement, ça donne à peu près ce qui vous est présenté maintenant. D'un côté, on a donc des vignes qui apportent les résistances, mais qui apportent aussi des caractères très négatifs, non pas pour la plante, mais pour le viticulteur, ce qui est représenté ici schématiquement par un dé pour les défauts. Alors les défauts, ils sont de plusieurs ordres, hein. Ce sont des faux goûts, ce sont des pores absolument impossibles. Bernard vous a parlé tout à l'heure du pore ascendant du cabestrel. Les vignes sauvages, souvent, ils ont des pores très retombants, rampants, donc pour le palissage et la conduite du feuillage, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Il y a aussi des productivités extrêmement faibles, des fertilités très basses. Donc tout ça, ça fait un certain nombre de caractères négatifs qui sont combinés en même temps dans les vignes sauvages avec les caractères de résistance. De l'autre côté, on a ce qu'on recherche, donc ce que nous utilisons en viticulture, les vignes, les cépages traditionnels, avec tous les caractères qualitatifs qu'on leur connaît, tant au niveau agronomique que œnologique, comme je le disais, et malheureusement, on n'y retrouve en revanche pas de caractère de résistance aux maladies qui nous intéressent, principalement le mildiou et l'oïdium. Et donc en faisant des croisements entre ces deux types de vignes, par la recombinaison des chromosomes au moment de la reproduction sexuée, eh ben, on arrive tout à fait naturellement donc, à obtenir des descendants, des enfants, qui, pour certains d'entre eux en tout cas, vont hériter à la fois des caractères positifs de la vigne sauvage et des caractères positifs de la vigne cultivée. La difficulté, c'est que le nombre de caractères qu'il faut, qu'on souhaite assembler, combiner dans le descendant en question, il est très élevé parce qu'on ne veut pas de tous les défauts, comme j'ai dit, on veut tous les gènes de résistance et on veut toutes les qualités de nos cépages. Et grosso modo, sans trop m'avancer, ça fait facilement une quinzaine, une vingtaine de caractères. Au niveau génétique, ça peut faire encore beaucoup plus de gènes. Et donc, si on voulait en une seule étape obtenir ne serait-ce qu'un seul descendant qui combine tout ce qu'on recherche, il faudrait faire des descendances de facilement 100 000 ou 1 million d'individus, ce qui est strictement impossible en pratique. Donc, il faut procéder par étapes, et c'est ce que j'essaye de vous présenter maintenant. Donc, ce qu'on fait maintenant en général, c'est qu'on procède déjà à l'incorporation des gènes de résistance dans un fond génétique cultivé. Ça s'appelle l'introgression, donc en partant de la source de résistance, qui est ici représentée en rose, là-haut, on va faire un premier croisement pour créer le premier l'hybride F1, et on va faire une succession de recroisements par vinifera, ce qui permet à chaque fois, par le biais du hasard et de la recombinaison des chromosomes, de diviser par deux la part du génome de la vigne sauvage, et donc au fur et à mesure d'éliminer, sans trop regarder les caractères, la part du génome sauvage, et donc de fait les caractères négatifs qui sont attachés à cette part de génome sauvage. En général, au bout du 4e ou 5e recroisement, donc ici appelé RC4 ou RC5, on se retrouve avec des vignes résistantes qui portent les gènes de résistance qu'on souhaite, mais qui par ailleurs ont des caractères qui sont proches de Vitis vinifera, proches de nos cépages. Et donc on a à ce moment-là obtenu ce que nous appelons des géniteurs de résistance qui vont pouvoir être utilisés pour la création variétale proprement dite, qui est la deuxième étape, et qui consiste principalement, j'insiste là-dessus, dans un premier temps,
à associer plusieurs gènes de résistance, tant au mildiou, à l'oïdium qu'à d'autres maladies. On appelle ça le pyramidage. Et donc, pour enfin aboutir, c'est dans cette phase-là que se fait aussi la sélection par rapport aux critères qualitatifs, aux critères culturaux, de rendement, de port, etc. On va donc aboutir à ces nouvelles variétés résistantes qu'on qualifie à résistance oligogénique ou plurigénique ou polygénique, comme vous voulez, pour l'opposer, pour dire que ce sont des résistances qui sont basées sur plusieurs gènes et qui sont donc, on le suppose et on sait que le risque est moins grand, que ces résistances-là puissent être contournées par le mildiou ou l'oïdium selon le cas. Encore un élément, c'est bien ces nouveaux outils, les cartes génétiques avec les marqueurs moléculaires qui vont avec, qui permettent aujourd'hui de faire ce travail d'introgression très rapidement, et surtout le pyramidage, sans les marqueurs sans lesquels ce ne serait pas possible, parce que souvent un individu, quand on le voit, quand on le teste vis-à-vis de mildiou, avec un test de résistance, phénotypiquement, la manière dont la résistance s'exprime, ça ne rend pas forcément compte du nombre de gènes de résistance qu'il y a derrière. Donc c'est bien grâce aux marqueurs qu'on peut faire du pyramidage. Donc je vais vous montrer maintenant un exemple d'introgression qui a été réalisé par Alain Bouquet, ici à l'INRA de Montpellier, durant une vingtaine d'années, entre 1980 et 2000, et qui nous a permis à l'INRA de disposer d'un pool de géniteurs de résistance très intéressant, parce que les résistances qu'ils portent sont très fortes. Pour l'oïdium, c'est une résistance totale, et pour le mildiou, une résistance élevée. Donc voilà comment Alain Bouquet a procédé, à partir donc de la source sauvage, qui est ici en orange. Il a fait un certain nombre de recroisements, 4 ou 5, en prenant à chaque fois un autre cépage. Pourquoi un autre cépage? Parce que si on prend toujours le même, on va avoir très rapidement un effet de consanguinité qui s'exprime fortement chez la vigne et qui fait que on a une diminution de vigueur, une diminution de mise à fruit, et à un moment donné on ne peut plus faire de croisement, donc on ne peut pas aller au bout. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de changer de cépage à chaque cycle. Et donc pour finir, on sait maintenant que les individus finaux obtenus, donc ici appelés RC4 ou RC5 pour recroisement de niveau 5, portent un gène de résistance au mildiou qui a été appelé RPV1 et un gène de résistance à l'oïdium qui a été appelé RUN1. Maintenant, la deuxième partie du programme, donc, c'est à partir d'un certain de ces géniteurs, en particulier ceux obtenus par Alain Bouquet à l'INRA, descendants de Muscadinia. À l'INRA de Colmar, donc, durant les 15 dernières années, en démarrant en 2000, on a donc fait ce qu'on appelle le pyramidage et la création variétale proprement dite, en combinant ces résistances venant de Muscadinia avec, d'une part, celles portées par une variété allemande qui s'appelle Régent, dont on sait maintenant qu'elle porte un gène de résistance au mildiou RPV3 et un gène de résistance à l'oïdium REN3, comme représenté ici, et ça nous a permis d'obtenir donc une première série d'individus dont je vais vous présenter les résultats par la suite, qui cumulent donc 2 gènes de résistance au mildiou et 2 gènes de résistance à l'oïdium. Une deuxième série a été faite sur le même principe, en associant cette fois-ci non pas Régent mais Bronner, qui a l'intérêt de porter ce gène de résistance au mildiou qui vient d'Amurensis, dont je vous ai parlé au début, RPV10, et donc deuxième série de croisements. Et enfin une troisième série de croisements, et nous n'irons pas plus loin dans cette partie du programme de création variétale. Donc en prenant des individus de la série 1 et en les recroisant avec Bronner, on a obtenu des individus qui portaient jusqu'à 3 facteurs de résistance, gènes de résistance au mildiou et 3 gènes de résistance à l'oïdium. Et donc ce sont ces 3 séries que je vais rapidement vous présenter maintenant en termes de résultats. Et je réinsiste sur la nécessité de disposer de marqueurs moléculaires pour faire ce travail et donc de passer par la sélection assistée par marqueurs comme schématisé ici. L'état d'avancement. Alors pour commencer à parler d'état d'avancement, il faut rappeler ce qui a déjà été dit, c'est que ça reste relativement long. Alors vous verrez que sur ce schéma, ça va quand même un peu plus vite que les exemples du Cabestrel, du Caladoc et du Marcellan, puisqu'on arrive maintenant à peu près en 15 ans à aller du croisement jusqu'à l'inscription, jusqu'à la présentation à l'inscription. Il subsiste 3 étapes dans ce schéma, une sélection précoce qui se passe qu'au laboratoire, avec en particulier la vérification du pyramidage avec la sélection assistée par marqueur,
Puis une première évaluation au vignoble qu'on appelle sélection intermédiaire, qui se passe en réseau INRA, entre les différents sites INRA, par exemple Bordeaux, Colmar, Montpellier ici, et la vallée de la Loire. Et enfin, la dernière étape, la sélection finale, qui est réalisée avec notre partenaire IFV et des organismes régionaux, dont il y a des représentants peut-être dans la salle ou ici même sur la tribune. À gauche de ce triangle, de cet entonnoir, vous avez un petit peu la pression de sélection. C'est relativement réaliste, puisque c'est le cas par exemple de la première série. Quand on est parti de 2000 pépins, on est arrivé à peu près à 10 obtentions pour la dernière phase, et on va peut-être parmi ces 10 présenter 2 ou 3 à l'inscription au catalogue selon les résultats. Donc retenez qu'il faut quand même encore 15 ans pour dérouler ce schéma, et on espère aller plus vite à l'avenir avec un certain nombre de marqueurs supplémentaires tels ceux que va vous présenter Loïc Lequinve dans l'exposé suivant pour le projet Edgar. Rapidement, pour la deuxième série de croisements, donc je vous rappelle, c'est des croisements qu'on a fait en 2004-2006, donc qui sont actuellement en fin de sélection intermédiaire, qui vont rentrer maintenant en sélection finale. Donc un exemple ici pour vous montrer un petit peu la diversité de l'époque de maturité. Donc ici c'est la véraison qui a été observée à Bordeaux et à Colmar, et vous voyez que dans le quart nord-est ici il y a un certain nombre d'individus qui sont quand même intéressants parce qu'ils sont relativement tardifs. Donc à l'avenir ce sont des individus qui seront je pense précieux pour la viticulture. Un autre graphique pour vous présenter un petit peu toute la différence entre les descendants d'un même croisement en termes de productivité. Ici, c'est le rendement observé à Angers en ordonnée et à Colmar en abscisse. Vous voyez qu'il y a des individus qui sont très peu productifs, hein, dans le quart inférieur ici, qui vont être éliminés à ce stade-là, alors que d'autres ont une production à peu près équivalente au chardonnay ou au merlot, qui sont les cépages témoins ici dans l'ensemble du dispositif. Enfin, un autre aspect, c'est les maladies dites secondaires. On a dans tous ces individus des résistances très élevées au mildiou et à l'oïdium, mais on n'a pas forcément une résistance aussi élevée, par exemple, au black rot, ce qui peut poser des problèmes dans les régions où la pression de black rot est forte et où il va apparaître lorsque on ne fait plus de traitement ou on diminue le nombre de traitements par rapport au mildiou et l'oïdium. Donc pour vous dire juste que dans cette deuxième série, on a quand même des individus qui sont aussi très résistants au black rot, et donc d'où l'intérêt de les sélectionner à ce stade-là. Enfin, la qualité du vin, pour donner un exemple, quand même parler de ça. Alors vous voyez que par rapport au cépage témoin ici, le chardonnay en vert foncé ou en vert soutenu, parmi les individus blancs à raisin blanc, il y en a quand même un certain nombre, à peu près la moitié ici, qui atteignent le niveau de qualité dans l'absolu, si vous voulez, sans parler de typicité, j'insiste là-dessus, mais tout simplement des caractères recherchés et agréables à la dégustation, la moitié qui atteignent ce qu'on ressent quand on déguste un chardonnay. Donc, pour finir, nous avons terminé l'évaluation des 350 individus qui étaient à ce stade de sélection. Nous en avons sélectionné 36 parmi ces 350 qui vont être maintenant installés en sélection finale. Il y en a 26 à raisin noir, 10 à raisin blanc. Et donc, grâce à la collaboration de l'IFV et des organismes régionaux, ces essais vont être implantés en 2015 et 2016, ce qui nous permet d'espérer une présentation à l'inscription pour cette deuxième série de croisements en 2020. Voyons maintenant celle qui est la plus avancée, donc la première série de croisements. Donc, croisement plus ancien, j'ai bientôt terminé. Donc, où nous avons 12 variétés candidates en sélection finale sur 5 sites qui constituent le réseau national VATE Vignes, qui sont représentés ici. Donc, je vous laisse découvrir les 5 sites. Vous voyez que ça couvre tous les vignobles français, et où nous avons à ce jour donc une année de résultats, donc les résultats de 2014, puisque ces essais ont été mis en place en 2011 et 2012, et nous prévoyons toujours une inscription au catalogue, une présentation à partir de 2016. Donc quelques exemples rapides pour vous présenter le niveau de résistance. Donc par rapport à l'oïdium, vous avez ici 5 individus numérotés IJ1 à 5. Une résistance totale, par exemple ici dans la chambre d'agriculture sur le site du Vaucluse, de même dans le Beaujolais. Donc à ce niveau-là, résistance très élevée. Pour le mildiou, une résistance qui reste partielle avec l'apparition, vous le voyez ici, au vendange, de quelques petits dégâts sur les feuilles, pas sur les grappes,
qui représente entre 2 et 10% de mildiou mosaïque principalement, qui se présentent donc avec des nécroses associées, comme sur cette photo qui a été prise le 30 septembre 2013, je crois. C'est une photo d'Olivier Jacquet de la Chambre d'agriculture de Gironde. Par rapport aux données agronomiques, donc il y a un numéro en particulier qui se distingue à ce jour, étant entendu qu'il faudra confirmer pour une présentation en 2016 avec les résultats de 2015 et de 2016, donc qui présente une bonne productivité, qui est assez précoce, qui est donc peut-être un petit peu un point négatif par rapport aux vignobles méridionaux. Il a l'avantage néanmoins d'être peu alcoologène, donc la maturité s'arrête à des niveaux d'alcool potentiel en général assez faibles, de l'ordre de 11 degrés. L'acidité est équilibrée relativement à cette donnée de richesse en sucre, et la qualité du vin est globalement bonne dans toutes les dégustations que nous avons faites jusqu'à présent. Donc, je répète, c'est à confirmer avec les observations de 2015 et 2016. Et donc, je vous remercie là-dessus pour votre attention. Je rappelle que tous ces résultats ont été obtenus dans le cadre d'un certain nombre d'un dispositif INRA avec les collègues ici mentionnés, aussi grâce à la collaboration de l'IFV, en particulier de Laurent Houlguin qui n'est pas présent ce matin et de Pascal Blois, et des organismes régionaux dont j'ai parlé et dont je rappelle ici les responsables. Voilà, je suis disponible aussi pour vos questions. Éventuellement, on peut aussi se rencontrer à la pause pour une discussion. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Schneider.